Hello, bonjour. I'm going to speak in English because yes, I'm sorry. Alors oui, bonjour, je vais parler en anglais. Je suis désolée, je vois la tête de certains Français. Ce n'est pas la langue que je parle le mieux, mais c'est plus facile pour nos deux invités parce qu'ils sont arabophones et ils vont donc s'exprimer en anglais. Alors si moi je parle en français et qu'ils sont obligés d'écouter la traduction pour pouvoir ensuite répondre, alors après ça va prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous allons parler des outils et des pratiques du journalisme participatoire et nous allons utiliser l'exemple de la radio. Est-ce que d'ailleurs la radio est un exemple dans ce domaine? Eh bien certainement non. Mais d'autre part, oui, parce que l'interaction dans la radio, c'est quelque chose de très naturel. Nous avons ce vieil outil qui s'appelle le téléphone, mais cela reste limité à certains domaines. Ce sont donc les interventions par téléphone se font en direct et pas toutes les émissions sur radio sont en live. Mais parfois, les programmateurs de radio essayent de tromper celui qui écoute parce qu'ils font passer pour émissions en direct des émissions qui en fait sont préenregistrées, même s'il y a eu des interventions au téléphone. Mais aujourd'hui, nous avons de nouveaux outils qui sont très efficaces, qui permettent d'échanger des idées avec le public, des outils comme Twitter et Facebook. Twitter est très efficace pour les interactions en direct. Mais il y a le même problème que pour le téléphone, ce n'est pas très utile pour les interactions qui ne sont pas en direct. Facebook, c'est plus compliqué. Le problème avec Facebook, c'est que tout le monde peut établir les paramètres de confidentialité de son compte et du coup cela peut donner un accès très limité à ce que vous publiez. Certaines personnes qui interagissent sur la même personne ne peuvent pas voir ce que vous publiez. Ce sont seulement les administrateurs, vos amis qui voient ce que vous publiez. Alors, nous n'allons pas pouvoir parler en termes très précis de Facebook. Facebook et Twitter et les autres services évoluent tout le temps, donc ce ne sera pas très intéressant de rentrer dans les grands détails. Néanmoins, avec l'avènement d'Internet, la relation avec les audiences a évolué et tous les médias essayent de s'adapter et nous allons donc parler avec nos deux analystes. Le premier est Rabadi Nansou. Bonjour. Vous allez pouvoir parler dans le microphone. Vous travaillez au Yémen. Vous êtes directeur général de la radio Yemen Times. Je me suis rendue au Yémen il y a longtemps. J'y suis allée 2 fois. La première fois que j'y suis allée, c'était en l'an 2000. Est-ce que vous m'entendez bien? J'étais un étudiant à cette époque et je travaillais sur une thèse sur l'enlèvement de touristes au Yémen. Mais depuis lors, il y a eu l'islamisme et les djihadistes et ce n'est plus quelque chose qui est aussi inhabituel. Ah non, moi je n'ai pas encore été attaquée et j'espère que cela ne se produira pas à l'avenir. Donc voilà pourquoi j'en parle. À ce moment-là, le Yemen Times était ma principale source parce que moi je parle et je lis très mal l'arabe. C'était donc une excellente source très utile pour toutes les personnes qui ne parlent pas l'arabe et qui veulent néanmoins de bonnes informations sur le Yémen. À cette époque-là, sur Internet, on pouvait avoir accès à presque tout ce qui est publié. Cela est encore disponible sur Internet. Peut-être que maintenant cela fait un peu vieux jeu parce qu'au départ ils étaient très en avance, mais maintenant quand on regarde les graphismes du site web, ça a l'air un peu vieilli. Mais bien sûr, cela serait facile à changer. Et à l'époque, il n'y avait pas de radio attachée. Radio Yemen Times est très récent. Oui, 2011-2012. En fait, je crois que 2012, on peut considérer ça comme étant très récent. Vous avez préparé une présentation? Oui, et j'ai aussi une vidéo. Est-ce que nous devrions montrer la vidéo en premier ou bien vous voulez parler un petit peu d'abord? Alors tout d'abord, je vais utiliser une toile de fond sur le Yémen. Il faut parler dans le microphone. Si vous bougez la tête, il faut bouger également le microphone.
Alors, je ne sais pas si vous êtes nombreux ici à connaître le Yémen. Le Yémen est un pays arabe. C'est un des États du Golfe, mais qui ne ressemble pas aux autres. C'est un petit pays pauvre et qui connaît de nombreux problèmes. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler des révoltes au Yémen et cela maintenant donne l'image du Yémen à travers le monde. Mais en fait, le Yémen a beaucoup à offrir au reste du monde. Le Yemen Times a été établi en 1991. Au départ, nous avions un journal imprimé, nous avions donc un journal rédigé en anglais et nous voulions ouvrir une station radio. Mais malheureusement, il y a une manipulation de l'État qui ne nous a pas permis de le faire. Il n'y a pas de radio privée au Yémen. En 1999, il mettait la pression pour ouvrir une station radio privée, mais avant que le leader puisse réaliser son rêve, il est décédé dans un accident de voiture assez douteux. Et avant 2011, il était très difficile de jouer sur les différents pouvoirs au Yémen. Et donc, nous avons finalement décidé d'ouvrir une chaîne radio sans autorisation. Alors, corrigez-moi si j'ai tort, mais le Yemen Times est rédigé en anglais, mais la radio est en arabe. Oui, je pense que ça, c'est très important de savoir et d'expliquer. Oui, en effet. Malheureusement, au Yémen, environ 60 à 70% des personnes sont analphabètes. C'est pour ça que la radio et la télé sont très importants. Et c'est pourquoi jusqu'alors le gouvernement a refusé d'autoriser les radios. Cependant, nous avons pensé qu'il était important d'atteindre des personnes normales. Nous arrivons à créer la différence avec l'interactivité. Pareil avec Facebook. Si vous avez 70% d'analphabétisme, imaginez le nombre de personnes qui peuvent avoir accès à Internet ou même utiliser un ordinateur. Alors je pense que Internet reste le média numéro 1 pour toucher les gens et interagir avec eux. Nous avons également un service SMS, mais en tant que service ouvert à la communauté, nous voulons nous ouvrir aux appels téléphoniques. C'est simple et c'est facile pour eux. Et parfois, si un appel est coupé, nous les rappelons grâce à nos propres téléphones mobiles. Alors, j'ai préparé une petite vidéo. Malheureusement, c'est en arabe avec des sous-titres en anglais. Mais je voulais vous expliquer comment la radio peut vraiment tout bouleverser. Vu que c'est en arabe, peut-être que vous allez pouvoir le commenter et les traducteurs vont pouvoir interpréter. يا كلمة حق وحرية لكل إنسان. أتمنى أشوف اليمن في المستقبل بحلة جديدة وتطور كبير، ويا رب عبر راديو يمن تايمز تتكاتف أصوات اليمنيين جميعاً وكلامهم يوصل ويغير اليمن نحو الأفضل. Nous avons commencé notre premier événement de communauté ainsi. Nous avons essayé donc de recueillir des vêtements et des couvertures pour les vieux et les pauvres. Nous avons eu des jeunes qui nous ont aidés à les distribuer gratuitement. C'était donc un vrai service à la communauté. Nous essayons de viser la parité. Nous encourageons la participation des femmes dans notre radio. L'autre projet que nous avons essayé de mener consiste à éviter les débordements de l'eau dans les rues en améliorant les canaux de drainage. Et ça, c'est une région du Yémen. C'est un lieu d'intérêt historique. Nous avons essayé de planter des arbres et de le nettoyer parce que ces lieux historiques étaient menacés. Nous l'avons fait en coopération avec le maire de Sanaa
Et nous avons eu la participation de presque 1000 personnes, simplement en leur demandant de venir mettre à contribution leurs efforts pour nettoyer les rues et améliorer la ville. C'est donc participatoire pour faire du nettoyage et de distribuer des couvertures. Donc c'est surtout pour de l'action sociale, c'est bien ça? Si vous remontez plus loin, vous avez démarré votre station radio en 2012. Où est-ce que vous êtes basé? Nous sommes basés dans la communauté de Sanaa. Vous diffusez seulement à Sanaa? Oui, seulement pour l'instant. Nous essayons d'ouvrir d'autres stations radio dans d'autres villes, mais pour l'instant, à cause de problèmes liés au gouvernement ou des autorisations, pour l'instant, nous n'avons pas d'autorisation, donc ce n'est pas facile de mettre à défi le gouvernement à chaque fois. C'est ça pour vous, le participatif, c'est l'action sociale, réunir des gens pour faire des actions sociales, ou est-ce que vous voyez autre chose dans le participatif? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres choses à faire? Alors, disons que les gens ont envie de faire des choses, mais ils ont peur des partis politiques qui veulent uniquement tirer parti à des fins personnelles de la réussite de leur parti, mais du fait que nous sommes indépendants, que nous ne sommes pas liés à tel ou tel parti politique. C'est vrai que bien souvent, les gens viennent nous voir et nous disent « Bon, écoutez, on est prêt, disposé à faire à peu près tout et n'importe quoi, mais il ne faut pas que ce soit récupéré par les partis. » Donc, nous avons eu des capacités assez limitées. Nous avons ouvert un club pour nos auditeurs, pour interagir avec eux. Nous avons une petite ONG également qui travaille sur place avec eux. Et donc, c'est ainsi que l'on peut interagir avec la communauté. Il y a interaction à la radio pendant les émissions, ou est-ce que vous invitez les gens à participer aux émissions en dehors des actions sociales? Oui. On a convaincu le maire, oui, absolument, le maire de Sanaa, de participer et de venir écouter la population pour les aider à régler leurs problèmes. Et comment est-ce qu'il peut écouter les gens? Comment vous faites? On a ouvert les lignes téléphoniques pour que les gens puissent lui poser des questions directement. Et c'est une première à Sanaa. Même la radio nationale ne l'avait jamais fait. On a un programme hebdomadaire également avec un certain nombre d'idées que l'on reprend. On en a parlé avec les participants. Et au départ, c'est vrai qu'il était assez difficile de les contacter. Mais maintenant, avec ces appels téléphoniques, il y a tellement d'appels téléphoniques, pardon, qu'il a fallu qu'on décroche le téléphone pour qu'ils arrêtent, parce que sinon on était inondés. Donc c'est une communauté et on fait tout ça pour eux, pas pour nous. Donc, et c'est dans le cadre de l'ONG aussi, donc on ne gagne pas d'argent avec ça, c'est à but non lucratif. Est-ce qu'il y a d'autres manières dont est-ce que vous utilisez Facebook, Twitter? Est-ce que ce sont des outils utiles, importants à Sanaa pour toucher les gens, pour toucher un large public sur Twitter et sur Facebook? En fait, Facebook et Twitter, c'est bien pour les jeunes qui sont très présents. Et donc, il est important de pouvoir les joindre, les contacter. On a beaucoup d'adeptes ou de followers sur Facebook. On a également un lien avec le maire. Votre Facebook est lié au Facebook du maire. Alors ça, c'est extraordinaire. Oui, en fait, on s'en est rendu compte, les gens veulent changer, veulent participer, mais ils ont peur des revendications politiques ou des intérêts politiques qui pourront en être tirés. Donc, mais ils veulent servir leur pays. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais je pense qu'ils sont fiers de leur pays. Ils veulent essayer de redorer le blason du Yémen. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle que quelqu'un souhaite poser par rapport à ce qu'on a été dit? Une précision peut-être ou une question? Je connais les noms de tout le monde. Je sais que c'est Sébastien qui a une question à poser. Bonjour, Sébastien Nègre. I can translate if you... Oh, yeah, please have your headphones. Yeah.
Sorry. J'ai plutôt un parcours en radio, donc ma question ce sera vraiment sur vos pratiques radiophoniques. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est la partie technique, c'est la partie administrative avec les autorités. Je pense notamment au droit d'émettre que vous n'avez pas. C'est la ligne éditoriale. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Merci. Merci Sébastien. To be honest, Pour être tout à fait honnête, à l'heure actuelle, on a un problème technique parce qu'il y a des ingénieurs au Yémen, mais qui travaillent pour l'État, et donc ils ne peuvent pas venir nous aider sous peine d'amende. Donc nous n'avons pas de licence, en effet, et c'est le côté technique qui est le plus compliqué pour l'instant, en tout cas. Une question. Vous avez lancé une radio en arabe dans un journal anglais. Quelle est votre relation à ce journal? Quelle est votre relation à ceux qui y écrivent? Quelle est la considération qu'ils accordent au journal? Est-ce que vous pensez comment ça se passe? En fait, quiconque travaille dans la rédaction doit travailler au journal et à la radio. Donc, il faut que tout le monde parle parfaitement anglais. Bah, écoutez, on a parfois des traductions, on a parfois des gens qui relisent les versions anglaises, le cas échéant, mais on ne prend pas de gens qui ne sont pas disposés à travailler pour les deux. Et qu'en est-il des deux langues? Si vous envoyez quelqu'un faire un reportage radio, c'est le cas, je crois, voilà. Donc, est-ce que vous l'utilisez ensuite sur le site pour le journal? Oui, oui, absolument. Vous savez, on a une bonne formation avec Deutsche Welle, DW, qui nous ont beaucoup apporté, beaucoup appris, et qui nous ont bien expliqué comment relier les deux. Donc, dès lors que l'on va sur le terrain faire un reportage radio, eh bien, la personne qui est envoyée sur le terrain sait pertinemment que qu'il ou elle devra faire quelque chose pour le journal également. Donc, on tient compte de tout ça, les gens sont formés, du coup, ça fonctionne. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Je voulais simplement remercier tous ceux qui nous ont soutenus, aidés à mettre en place cette radio. Nous recevons de l'argent du SIDA en Suède, une fondation, et avec George Soros. Et lorsque les gens entendent parler de notre radio, ils nous soutiennent immédiatement. Je tiens vraiment à les en remercier. Hamed Aboujanar, orateur suivant. Enfin, quelqu'un qui arrive à prononcer mon nom correctement. Bon, vous êtes le manager de Radio Shabab, qui signifie la jeunesse en arabe. Alors, vous avez parlé de la radio, mais peut-être un mot quand même sur votre projet. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? C'est une toute jeune radio, là encore, je crois. Oui, absolument. On a commencé en avril 2011, 2 ans, tout juste. Tout juste. Et au départ, l'idée est provenue des événements en Libye, la révolution, on peut le dire, février 2011. Et puis de ce sens de sentiment de réussite qui est ressorti. Donc vous avez commencé juste avant la chute du régime de Kadhafi. Alors, chacun apportait sa pierre à la révolution. Tout le monde voulait changer les choses dans la ville, dans le pays. Donc il y a une véritable restructuration autour de tout ça. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont tournés vers les médias, ont essayé de mettre en place des journaux, parce qu'évidemment c'est devenu beaucoup plus facile, parce qu'il y avait plusieurs grosses imprimeries qui pouvaient imprimer gratuitement pour participer à la révolution. Et pour que les gens puissent parler librement. Et donc vous avez décidé de faire de la radio, malgré tout ça. Oui, avec 2 amis, mes 2 copains d'ailleurs. Nous avons décidé qu'on voulait faire quelque chose de nouveau, de différent. Et donc, on s'est dit qu'on allait pouvoir lancer une station radio en se disant que les jeunes, finalement, ne jouaient pas pleinement
leur rôle. Écrire dans un journal, à nos yeux, n'était pas suffisant. Donc on les a laissés, on s'est dit qu'il fallait les laisser parler, gérer un organe média et que c'était quelque chose d'important. Et avec vos amis, vous aviez fait de la radio avant? Non, non, absolument pas. Moi j'étais volontaire bénévole dans une première station de radio, la première station de radio mise en place pendant la Révolution. Et puis il y en a eu une autre ensuite. Et je dois dire que c'était vraiment énorme d'être avec eux, de pouvoir participer, faire de la radio, faire des médias, etc. Mais les médias, c'est... Parce que la radio, c'était quand même pour les grands un peu, non? C'était pour les adultes. Mais non, mais ces gens-là avaient quand même eu leur propre... Ils venaient d'une école de radio, donc ils avaient déjà une approche avec de la musique d'avant la Révolution verte, de la musique des années 50, des années 60. Et l'idée, c'était d'essayer de sortir de cette approche traditionnelle de la radio, de ce style. On voulait faire du neuf, quelque chose qui parle aux jeunes, et je pense qu'on a réussi quand même. On a réussi parce qu'on passait à peu près n'importe quoi comme musique, bon pas tout, mais enfin presque. Donc c'est une radio qui passe de la musique principalement, oui, de la musique, parce que bon, c'est ça qui intéresse les jeunes, hein, ils aiment écouter de la musique. Mais on avait également des nuggets programs. Nuggets, comme chez McDo. Et donc, nous avions des programmes préenregistrés d'une vingtaine de minutes. Et nous avons eu des programmes sur la société civile, des programmes sur la situation démocratique, etc. Et vous diffusez sur Internet ou en FM? Au départ, c'était en FM. Oui, en FM au départ, absolument. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au début de la Révolution, il était très dur d'avoir accès à Internet de toute manière. Logiquement, c'est l'inverse, hein. Les gens commencent sur Internet et ensuite passent en FM. Mais bon, là, je comprends que vous étiez dans une situation un peu particulière. Ah, c'est en arabe, hein, je crois. Formidable. Donc... Yes. Yes, please. So it's you here? Yeah. You are Alors, voilà la cabine. C'est ce qu'on appelle notre studio. On a construit avec nos petites mains. Ça, c'est moi avec mes copains. C'était juste un groupe d'amis, des gens qu'on avait rencontrés pendant la Révolution avec qui on a décidé de travailler. Là, on est dans une école. On a commencé dans une petite école. Est-ce qu'elle a réouvert? Oui. Ensuite, elle a réouvert. Parce qu'ils oui, ils nous ont chassés finalement, parce que l'école a dû réouvrir. Là, les présentateurs, les animateurs. « 101.1 ». Très connu comme station. C'était la première fois qu'on a pris l'antenne, c'était ces moments-là. أضفوا عليها طابع مميز فكانوا ضيوفها من كل مكان ومن كل ضيف. We have a lot of famous avec beaucoup de Libyens très connus qui ont accepté notre invitation et qui sont venus parler dans nos studios. Voilà, premier anniversaire. Ça, c'est notre page Facebook. Alors, dans la plupart des cas, tous les gens que vous voyez là n'avaient aucune compétence technique, hein. Ils ont appris sur le tas. Ensuite, on a déménagé, on a reçu des aides, des financements.
Et on a pu donc améliorer notre outil et notre espace de travail dans un appartement qu'on a rénové, qui nous permet d'être dans un endroit quand même plus confortable. Voilà donc les nouveaux studios. Bravo, on va peut-être pouvoir laisser les images défiler pendant que vous continuez à parler, à moins que vous ne souhaitiez ajouter autre chose. C'est quasiment fini de toute façon. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une radio jeune, voire très jeune. On a des gens qui ont entre 20 et 30 ans en effet. Nous n'avions qu'un employé qui est enseignant à la faculté locale des médias, qui lui a 35 ans. Sinon, la grande majorité des gens sont des bénévoles. Alors on comprend que c'est un média très jeune, lancé par des non-professionnels. Qu'en est-il de la participation? Eh bien, on est ancré dans la communauté locale, donc en effet, on a des jeunes de la communauté qui viennent chez nous. Est-ce que la radio est ouverte à tout le monde? Est-ce que c'est compliqué, au contraire? Comment ça se passe? Non, les choses se passent de manière très simple. On fait une programmation pour 3 mois, et puis ensuite on demande à quiconque souhaite soumettre un programme de le faire. Donc vous laissez des créneaux avec où chacun peut faire sa proposition et proposer quelque chose à diffuser. Très bien. D'accord. Voilà les bureaux. Il y a eu un vol, apparemment, dans la radio, d'où l'Omerta. Bref, donc, nous avons travaillé avec... donc, si quelqu'un a une proposition à faire, il peut la faire, il peut nous l'envoyer en disant, voilà, j'aimerais faire ceci ou cela, et ensuite, on essaie de trouver, de le passer à l'antenne. On invite les gens quand même à passer un test auparavant pour voir si ça va... s'il va être à la hauteur de la radio, s'il faut continuer de le former. Il y a des gens qui ont déjà une certaine expérience de la radio et qui, dans certains cas, ont voulu participer. Donc alors le public peut venir et participer à votre radio directement. Qu'en est-il du public, des gens qui ne veulent pas produire quoi que ce soit? Comment vous interagissez avec eux? Alors, on a plusieurs émissions. Au départ, tout était enregistré, tout était pré-enregistré, donc l'interaction avec le public était compliquée, pas en direct en tout cas. Et on avait quand même des émissions où on descendait faire des micro-trottoirs dans la rue pour intéresser les gens. Mais le direct, c'était quoi? C'est quoi le problème? C'est que c'était trop compliqué. Alors, il y avait des problèmes techniques, des contraintes techniques, c'est vrai. Et puis aussi, on trouvait que les gens s'habituent davantage à être au micro pour faire moins d'erreurs. Parce que, bon, comme je vous le disais, ils ne sont pas forcément des vrais pros. Mais avec le temps et au fil des émissions, ils se sont améliorés. Et donc, on a pu passer en direct. Il y a certains programmes, donc certaines émissions, pardon, qui ont pu commencer à passer en direct. Oui. On a commencé à inventer de nouvelles techniques. On a commencé à attirer un plus large public, notamment. On a organisé des émissions avec des invités qui allaient attirer le public pour les faire venir, etc. Et avec Facebook, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup de problèmes sur un certain nombre de personnes ou de personnalités dans le pays. Et donc, ils voulaient venir et parfois on ne les a pas laissés. Donc l'objectif, c'était d'attirer un nouveau public. C'était ça? Oui, il y a ça en partie, mais il n'y a pas que ça. Vous avez voulu faire quoi d'autre? C'était quoi la raison? Pourquoi est-ce que vous vouliez toucher les jeunes? On voulait donner l'impression au public que la radio
c'était un moyen d'expression pour eux. Et évidemment, c'est bon parce que ça les rapproche de la radio. Vous avez utilisé la page Facebook pour interagir, pour échanger. J'ai vérifié votre compte Twitter et c'est quand même assez calme. Oui, c'est vrai que parfois on a des problèmes de connexion Internet en Libye, mais dès que les choses se stabilisent, on le voit, il y a pas mal d'interactions sur notre page Facebook. On a ensuite commencé à faire du streaming live, ce qui nous a... Non, c'est bon. Ce qui nous a permis de communiquer avec les Libyens de l'étranger, aux États-Unis notamment, ceux qui font des études aux États-Unis, les Libyens qui vivent ailleurs aussi, parce que sinon on ne couvrait que Benghazi et les villes avoisinantes. Voilà, posez votre question si vous le voulez. Je vous laisse vous présenter. Je viens d'Irak. Alors, ce que vous avez vécu, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait à Bagdad suite au bouleversement qu'on a connu. Et on est toujours présent en FM, ça fait 8 ans qu'on émet. On a participé aux manifestations de 2011. Et du coup, les autorités ont brûlé, incendié notre station. Avec l'aide de l'ambassade de France, on a d'ailleurs pu trouver un autre bâtiment et reconstruire nos studios. Mais il nous faut choisir. Si on décide de passer en ligne, comme vous l'avez fait, et vous arrêteriez la FM à ce moment-là ou comment vous feriez? On voulait faire FM et en ligne. On voulait faire les deux. Mais en Irak, la situation est très compliquée, notamment à Bagdad. Et on voit bien qu'il y a la guerre civile qui pourrait se déclencher à tout moment. Et en fait, la commission des médias ne nous aide absolument pas parce que nous sommes laïcs, indépendants et une radio de femmes, donc tout ce qu'ils détestent. Donc, du coup, on attend d'eux un peu plus. Mais la question que je voulais poser, c'est la suivante. Lorsque vous passez de FM à Internet, est-ce que vous vous êtes rendu compte que certains... Est-ce que vous avez trouvé que le nombre d'auditeurs a augmenté ou a baissé? Est-ce que vous avez expliqué aux gens? Est-ce que vous avez fait du marketing? Vous aviez retrouvé nous sur Internet et ça? Comment vous avez fait pour garder votre auditoire ou vos auditeurs? Ils n'ont jamais arrêté de diffuser en FM, hein, parce que c'est vrai que c'est difficile d'imaginer que d'ajouter un nouveau mode de diffusion, un nouveau canal de diffusion pourrait limiter ou faire baisser votre nombre d'auditeurs. Ça semble assez inimaginable, simplement pour le préciser quand même. Pour ce qui est du passage, en fait, il n'y a pas eu de bascule. On a simplement ajouté un nouveau service. Donc, ce n'est pas vraiment une bascule à proprement parler qu'on a opéré. Donc, on est présent maintenant sur Internet et en FM. Pour ce qui est du public, ça ne peut pas baisser, tout simplement parce qu'on a ouvert un nouvel espace où les gens peuvent nous écouter. Et je dirais que la plupart de nos auditeurs préfèrent nous écouter sur Internet parce qu'ils utilisent Facebook sur Internet et parallèlement, ils écoutent la radio. Donc, l'Internet, c'est vraiment un outil très convivial pour une station de radio. Et moi, je conseillerais vivement à toutes les radios de passer sur Internet, parce qu'avoir un stream Internet, c'est quand même quelque chose qui vous permettra de générer des nouveaux revenus. Donc, votre conseil, c'est de garder la FM et de continuer sur Internet parallèlement. Oui, d'accord. Si vous n'avez pas de stream Internet, il faut vraiment que vous l'ayez. C'est important d'être présent sur Internet parce qu'avec Facebook, Twitter, moi j'ai des amis quand même qui, au boulot, utilisent Internet et
pendant qu'ils sont sur Internet, ils continuent de nous écouter sur Internet, justement. Merci pour cette question. Il y en a une autre au fond de la salle. Vraiment, j'ai une chose qui m'inquiète sérieusement. Ok. Jusqu'à maintenant, on n'a vu que de bonnes initiatives. Alors que dans le cas où l'État est absent, quand on a vu l'État est absent, ou bien il y a des moyens de contourner le contrôle de l'État, est-ce que cela n'ouvre pas le champ devant d'autres initiatives qui peuvent propager des idées extrémistes ou bien qui peuvent semer la discorde au sein de la société? Finalement, comment protéger le citoyen qui est le consommateur de l'information? Bah, déjà, dans le cas qui nous intéresse, on a plutôt l'impression que c'est la disparition de dictature qui a permis une libération de la parole. Alors évidemment, la liberté, c'est une arme à double tranchant, mais elle peut être contrôlée, cette liberté. Par exemple, en France, il y a des choses qu'on a le droit de dire dans les médias, et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. L'incitation à la haine raciale, l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme et toutes sortes de choses comme ça sont interdites à la diffusion, et d'ailleurs sont interdites à la discussion même en public, ce qui pose des questions de liberté d'expression et ce qui même préoccupe parfois des défenseurs de la liberté d'expression. Mais évidemment qu'ouvrir la parole, ça peut être dangereux, mais c'est peut-être aussi nécessaire. Je vais laisser mes amis répondre, parce que, et dans le cas de l'Irak, vous remarquerez que donc, ça fait 8 ans qu'il y a une radio libre en Irak, c'est pas un hasard. Et dans les deux cas, si ce sont des radios jeunes, on l'a peut-être pas assez précisé, c'est aussi parce que ces radios ne pouvaient pas exister avant. Et cette parole libre, entre guillemets, ou en tout cas avec une vraie volonté de liberté, ne pouvait pas exister ni sous le régime de Kadhafi, ni sous le régime de Ali Abdullah Saleh. You want to answer? Yes. Alors, je dirais que si les journaux ne s'en tiennent pas au code de déontologie du pays directement, à ce moment-là, il n'y a aucune loi qui pourra les concerner directement, que ce soit, et même chose pour la télé ou la radio. Il y a un cadre législatif et qui doit toujours être respecté. Alors c'est vrai qu'il peut toujours y avoir quelqu'un qui se pointe d'un coup d'un seul et qui va en effet pouvoir diffuser des choses indiffusables, mais en effet il va se tirer une balle dans le pied parce qu'un jour ou l'autre on pourra l'envoyer en prison. Donc finalement je dirais que c'est une question de déontologie plus qu'autre chose. Alors en Libye, de toute façon, il n'y a pas de cadre législatif qui contrôle les médias ou qui définisse les droits des journalistes ou ce dont ils peuvent parler ou qui cadre leurs activités. Donc c'est une question de déontologie avant tout, mais ça ne nous inquiète pas plus que ça parce que pour l'heure, tout se passe bien. Pas eu de problème en tout cas. Yes. Une vision à long terme. C'est vrai que peut-être pour le moment, vous êtes une expérience assez jeune et récente, mais il faut penser à long terme. Yes. Philippe, on va peut-être... do you want to say something about this topic? Yeah. Oui, je suis assez d'accord avec elle pour dire que, en effet, il faut qu'il y ait des contrôles. Les autorités ont essayé de mettre en place un nouveau droit, un nouveau cadre législatif pour les radios, les journalistes, etc., dans notre pays, au Yémen. Mais en effet, si la législation n'est pas bonne, on risque quand même de se retrouver sous un tapis de bombe américain. Donc il faut quand même se méfier de ce qu'on fait. Mais pas besoin de cadre législatif ou de législation pour décider de votre comportement. C'est une question de déontologie. Vous avez besoin d'avoir un organe médiatique qui a peur de salir sa réputation. Il faut que ce qui est embêtant, c'est la réputation de cet organe de médias plus que la crainte de poursuites judiciaires ou autres. Just if you speak, you need to speak in the microphone, and please. Merci de prendre un micro pour prendre la parole et puis soyez bref de grâce parce que
parce que notre réunion touche à sa fin. Je pense qu'elle a tout à fait raison, c'est vrai ce qu'elle dit, c'est très intéressant. Il faut quand même préciser une chose. On s'est rendu compte des dangers qui existent. Mais on s'est dit aussi que si l'on voulait construire la démocratie, la liberté, la mettre en place, eh bien, il fallait faire des sacrifices. On le sait, on le sait. Les périls existent, les dangers sont là, mais où que ce soit dans le monde, si vous voulez mettre en place un système démocratique, il faut faire des sacrifices. On l'accepte bien volontiers, je parle en mon propre nom évidemment, mais je pense que vous partagez mon point de vue. Nous savons exactement quels sont les dangers. En effet, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et pour le long terme, en effet, si vous avez posé les bons jalons, si vous demandez aux gens de vous aider, et à ce moment-là, les graines que vous aurez semées vont pouvoir fleurir. Très bien, merci. Merci à nos deux panélistes qui restent présents. Si vous avez des questions à leur poser, tout cela est en cours. Ce sont de très jeunes radios, vous l'aurez compris. Donc, il y a des possibilités d'ouverture, ça va grandir, ça va s'émanciper, tout ça. Bon, voilà. Donc, ce sont des travaux en cours, en évolution, en mutation. Merci.